je crois que les éléments que vous nous apportez sont extrêmement précieux, hein, tant dans leur dimension informative, descriptive aussi, de situations euh, locales de mise en œuvre de réformes curriculaires. Et je trouve qu'il y a des éléments de rapprochement, de résonance, notamment dans par exemple, la mobilisation, y compris lexicale, hein, qui a été évoquée par vous trois et dans lequel on voit justement les influences aussi bien européennes qu'aux CDistes sur le choix des termes, et qui, de mon point de vue, et ça a été souligné par plusieurs d'entre vous, euh, éclaire aussi une forme de déficit de réflexion sur les finalités, parce qu'au fond, il y a un prêt-à-penser lexical qui se substitue à la question de la réflexion, on va dire, collective autour des finalités de l'école. Et cela va de pair aussi, y compris avec ce que vous avez également souligné sur la question des inégalités qui se nichent parfois dans les réformes curriculaires, lorsque précisément, et on l'a observé, y compris par rapport à des enjeux d'éducation à la citoyenneté sur lesquels on travaille actuellement, on n'a pas du tout la même manière d'envisager l'éducation à la citoyenneté selon qu'on s'adresse à des élèves en lycée général ou en lycée professionnel. Il y a quand même quelque chose là de tout à fait symptomatique de ce que tu évoquais, Aziz, notamment. Et puis, il y a aussi des éléments que je trouve très intéressants sur la réflexion sur les opérateurs, finalement, les opérateurs de la réforme, la méthode de la réforme, une méthode à la fois qui se dit participative, mais qui ménage finalement des territoires institués, qui finalement concourt aussi à certains égards à une forme d'inertie du système malgré les dynamiques formelles que sont supposées activer les réformes. Donc je trouve que sur tous ces éléments-là, je crois on va laisser reposer, si vous voulez, vos interventions qui sont très précieuses en complément de ce que nous avons discuté ce matin de manière un peu plus spéculative. Et néanmoins, puisqu'il nous reste quand même une minute, j'observe une minute, j'ai envie qu'on prenne une question. Si Sarah, tu envoies une. Oui, alors, on en a plusieurs. Peut-être, il y en a deux qui sont adressés à Monsieur Saladin, et puis il y en a une troisième qui est adressée, je crois, plutôt à Monsieur Pervot, si je ne me trompe pas. Alors, une minute, c'est short. C'est vrai, mais voilà, disons qu'il faut Je mettre. vous Voilà. propose qu'on Ouais. fasse dans l'ordre. Dans ce cas, il y a une première question donc, de Roger-François Gauthier qui part de l'état de fait donc, que M. Salatine a discuté. Donc, le fait qu'en Italie, il n'existe pas de décision d'orientation qui envoie les élèves dans le professionnel à la fin de leur scuola media. Et donc, ça leur laisse la priorité pour leur choix, donc des choix libres. Et ils se demandent dans quelle mesure cet état de fait, cette liberté qui leur est laissée, quel rôle cela joue dans le positionnement symbolique et social des études professionnelles en Italie. Merci. La question est un peu compliquée, mais je cherche de répondre. Alors, il y a bien sûr un problème d'orientation. Les nouveaux ministres, vous savez qu'en Italie, il y a eu un nouveau gouvernement il y a des mois, a mis en première place la réforme de l'orientation scolaire et professionnelle. Et, la liberté des choix, effectivement, peut ratifier et consolider les différences sociales. Et donc, nous avons un problème de, comment dire, réputation de l'enseignement professionnel, sans doute. Et alors, je cherche de répondre aussi à l'autre question qui est le passage vers l'université. Alors, nous avons en Italie un pourcentage de passage de 52% des diplômés de l'école secondaire supérieure vers l'université et dont les 68% sont étudiants des lycées avec le diplôme des lycées, les 24 avec un diplôme d'institut technique
et seulement les 8% avec un diplôme professionnel. Ça, c'est donc, à l'université, les étudiants des professionnels sont vraiment les minoritaires, même si la motivation est très, très haute. Et donc, les résultats sont bons. Il arrive à terminer l'université parce qu'il y a une sorte d'autosélection. Et la motivation, vous savez, qui fait des miracles, non, pour obtenir de bons résultats. Ça, c'est un peu la situation. Le gouvernement cherchera d'offrir et renforcer l'autre voie professionnelle, donc les instituts des technologies supérieures. Il s'agit de parcours de 2 ou 3 ans après le diplôme. Et le gouvernement fait confiance que cette alternative à l'université peuvent constituer une opportunité aussi pour les étudiants des instituts techniques et professionnels. Une dernière question peut-être? Oui, il y en a une autre qui s'adressait à M. Delvaux à propos du lien entre les 5 grands domaines dont il a parlé en expliquant le système belge et les compétences clés européennes. On ne vous entend pas, je crois. Voilà, que... oui. Oui, mais donc oui, effectivement, il y a des liens, hein. Je ne l'ai pas évoqué, mais quand on regarde les 8 compétences clés définies par le Conseil et le Parlement européen en 2006 et les 5 plus 3 domaines que j'ai énoncés très rapidement tout à l'heure, il y a des liens évidents. Ce n'est pas exactement la même liste, mais on voit vraiment une forte parenté. Oui. Donc, effectivement, on voit bien que ces redéfinitions curriculaires sont souvent prises dans les raies des recommandations d'organisations internationales. Ouais. Très bien. Merci beaucoup. Merci Sarah, merci à tous les trois pour ces interventions qui nous donnent du grain à moudre et aussi à réfléchir et à mieux comprendre aussi en situation les contenus, les enjeux de la réforme. Je crois qu'on reviendra sur tout cela.